l'introduction parfaite pour poursuivre cette discussion en plateau avec Kevin Lenouaille, je le rappelle, directeur des investissements d'Avantgarde Investment, qui est à mes côtés. Bonjour Kevin. Bonjour, bienvenue. Grégoire. On se place avec vous dans la perspective d'une gestion privée, d'un client privé. Après, je le disais, voilà, 10 mois de correction générale sur les marchés, et j'inclus les grandes classes d'actifs, actions bien sûr, mais surtout obligations. Le crash a été historique sur les marchés obligataires depuis un an maintenant. Est-ce qu'on arrive à un stade où effectivement, pour un client privé, on retrouve des opportunités intéressantes à saisir sur le plan de l'investissement? Je dirais que fondamentalement la réponse est oui, évidemment. Plus évidemment le temps passe, plus les ratios se contractent, plus on a de visibilité, comme ça vient d'être dit, plus évidemment on va être tenté de le faire. Est-ce que dans l'absolu et au jour J on le fait? La réponse est encore non, malheureusement. On conserve, nous concernant, une patience qui est assez forte. Je parle même plus de prudence, je parle de patience. Parce qu'en réalité, je pense que ça fait 9 mois qu'on se dit la même chose. 9 mois qu'on veut y revenir, en tout cas qu'on veut, entre guillemets, remettre un peu plus de pondération par rapport à la moyenne, ce que l'on ne fait pas à l'heure actuelle, puisqu'aujourd'hui, il nous semble urgent d'attendre, dans le sens où on n'a pas envie de se précipiter globalement. Donc il y a un besoin, de mon point de vue, d'avoir beaucoup plus de visibilité, ça va être parfaitement dit. Et globalement, le rebond qu'on a sous les yeux aujourd'hui, il ne faut pas oublier d'où il vient, et il ne faut pas oublier même techniquement d'où il vient. Aujourd'hui, ce rebond-là, c'est un rebond de saisonnalité, c'est un rebond de publication, tant mieux. C'est un rebond où on lève certaines incertitudes. On a parlé de l'incertitude au Royaume-Uni, on a parlé évidemment de poches énergétiques et également qui sont moins sous pression. On parlait des prix du gaz tout à l'heure en off. Évidemment, c'est intéressant et ça peut servir à souscrire au moral investisseur. Il y a comme ça des zones, entre guillemets, de morale haussier. Il y a des petites pousses vertes ici et là. Pousses vertes, exactement. Ça, c'est tant mieux. On voit nos écrans qui se rallument dans le vert, c'est tant mieux. Maintenant, est-ce que la trame fondamentale a changé? Je ne crois pas. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on reste dans l'incantation de beaucoup de changements, notamment les pivots de banque centrale. Ça reste de l'incantation. Ça reste de l'incantation aussi dans la forme qu'elle peut prendre, puisque quand bien même on aurait une pause, encore une fois, dans le régime de durcissement monétaire, quelle sera la forme que cela prendra sur une année mi-2023 Ça milite pour une approche globalement prudente. Quand on regarde quand même les grandes classes d'actifs, les différentes classes d'actifs, est-ce que l'idée d'être cash reste la bonne idée pour patienter, en l'occurrence, Kevin, ou est-ce que quand même, pour patienter, est-ce qu'il y a déjà des choses à faire d'une certaine manière? Là, on rentre dans la granularité, j'allais dire, de notre clientèle, c'est évident. Là, encore une fois, dans l'absolu, typiquement, est-ce que l'on a envie, par exemple, de revoir des poches obligataires? Je pense que la réponse est oui. Aujourd'hui, on le constate d'ailleurs, un retour de terrain, c'est qu'on a de plus en plus de questionnements autour de l'obligataire. C'est une bonne chose. Ça permettra, on en parlera peut-être tout à l'heure, à minima de normaliser un peu le marché et nos gestions à moyen terme. Est-ce que c'est le moment de le faire? J'en suis, j'allais dire, relativement peu convaincu. Si on a la capacité, ça change évidemment selon les mandats, si on a la capacité de faire du cash, aujourd'hui, je n'irai pas typiquement vers de l'obligataire. Je lui préfère du cash ou du monétaire. Aujourd'hui, un segment obligataire, on l'a évoqué, un segment souverain, par exemple, un segment souverain américain, oui, pour un investisseur dollar. Ouais. Pour un investisseur euro aujourd'hui, on a une tendance à considérer aujourd'hui le dollar assez survalorisé. Donc aujourd'hui, soyons fondamentalement... ne pas être couvert, c'est un risque aujourd'hui, par exemple. Je pense, absolument. À 4,20 aujourd'hui, comme cela vient d'être dit, sur un rendement long américain, aujourd'hui, le déport potentiel sur de la devise, il est faible, en réalité, et on peut vite se retrouver avec les pieds dans le tapis. Ce que l'on ne souhaite pas à l'heure actuelle. Alors on peut regarder le corporate, en Europe, ça on commence à le refaire, notamment sur la trésorerie d'entreprise, je pense que ça peut avoir un sens. Du triple B aujourd'hui européen, on va payer 3,5, on arrive à avoir du 4%, donc on reste encore dans une zone investment grade qui peut être intéressante avec des jolis noms. Maintenant, pour avoir un 3,5-4% qui soit entre guillemets audible, il nous faut une inflation qui à terme, évidemment, se normalise. Et surtout, quelle est la stratégie derrière? Sur une trésorerie d'entreprise, on peut faire du portage à terme. Je ne suis pas gêné, évidemment, pour le faire. Donc à 3,5-4, ok, allons-y. Sur du 5 ans, pourquoi pas? Faire du tactique, j'ai un vrai doute de ce point de vue-là. En Europe, ça me semble assez évident. On est à 2 jours d'une augmentation de taux. Pour aller chercher encore une fois du 3,5-4%, on a des sensibilités qui sont supérieures à 3%. J'ai peu envie aujourd'hui d'avoir une sensibilité comme ça en portefeuille avec 75 bips de hausse de taux dans le net. Donc concrètement, je dirais que là aussi, les choses sont beaucoup plus attrayantes qu'elles ne l'étaient par le passé. C'est tant mieux, vraiment. Et je pense que sur une clientèle patrimoniale, ce sera vraiment bienvenu. Est-ce qu'il est temps de le faire aujourd'hui? Je pense que non.
Il ne faut pas se précipiter, on en reparle si vous voulez dans 3 mois avec grand plaisir. Mais oui, avec plaisir bien sûr, mais si on se projette, prenons un peu d'avance, si on se projette dans les 3-6 prochains mois, l'idée de 2023, oui, c'est qu'il y aura un grand retour de l'obligataire, du crédit, de stratégie buy and hold, de portage. C'est quelque chose qui va redevenir central dans l'allocation d'actifs financiers pour des clients privés. Je pense que oui, absolument, notamment dans une certaine partie de notre clientèle qui n'est pas dynamique fondamentalement, qui est plutôt une clientèle patrimoniale. Il est évident que ce type de stratégie qui ne fonctionne plus depuis, 2 ans, c'est même plus le cas. Ouais. Ou alors on surfait éventuellement sur, des spreads qui étaient des spreads relativement incompréhensibles et on jouait en fait sur les liquidités monétaires, ce qui ne nous intéressait pas. Ouais. Oui, ça redevient audible, très concrètement. Encore une fois, aujourd'hui, sans aller sur de la subordonnée bancaire, on peut trouver des prix qui sont aujourd'hui relativement attrayants sur l'investment grade corporate de bonne qualité. Et on n'a plus besoin de descendre comme on le faisait il y a 2-3 ans sur du high yield. Alors, on se souvient très bien de ce que l'on faisait. On commençait par les premières tranches du high yield, bien sûr. Les anges déchus parfois. Bien sûr. Mais malgré tout, on avait une volatilité embarquée sur laquelle, en fait, quand on faisait le rapport risque-rendement avec de l'action, en réalité, on pouvais se prendre les pieds dans le tapis facilement. Oui, la stratégie, c'était le gain en capital. Exactement, absolument. Je dis pas que je dis pas que ça n'arrive jamais, mais dans une marché obligataire, dans une logique de crédit, effectivement, le rendement reste quand même un driver important. Qu'est-ce qui vous gêne encore dans la partie action, puisque je comprends en creux, effectivement, que si c'est pas encore tout à fait le moment pour vous de prendre la décision de revenir sur l'obligataire, ça l'est sans doute pas encore pour revenir sur les marchés actions, Kevin ? Alors c'est un corollaire aussi sur les corrélations, parce que je pense qu'on en a parlé là aussi depuis le début d'année. Le rebond du mois d'octobre, on voit fleurir, et c'est tout à fait normal, et on souhaite aussi un changement de régime de corrélation. On se dit que finalement, on reviendrait dans une normalisation, donc potentiellement, on peut revoir nos allocations. Je pense que le rebond du mois d'octobre, typiquement sur l'action, pour revenir sur cette classe d'actifs, il est assez trompeur, et il est plutôt aujourd'hui un rebond action plutôt qu'une décorrélation. Donc de ce point de vue-là, beaucoup de méfiance. Lorsque l'on regarde la progression des marchés, en tout cas leur baisse des marchés actions depuis le début de l'année, on se l'était déjà dit, on a plutôt une baisse des valorisations plutôt qu'une baisse finalement des attentes bénéficiaires. Cela nous gêne dans le sens où aujourd'hui, très fondamentalement, on pourrait aujourd'hui avoir des niveaux de valorisation qui nous attirent, et on continue évidemment de faire des recommandations, de rentrer quelques titres à moyen terme dans nos portefeuilles. Est-ce que la trame globale sur les actions en termes de valorisation nous plaît ? Oui. Mais il y a un problème, c'est le dénominateur, encore une fois, de ces ratios. Ouais. On en parlait tout à l'heure, bien sûr. Votre précédent intervenant, qu'on regarde des PER, qu'on regarde des VE sur résultats d'exploitation. Aujourd'hui, le sujet que l'on a, c'est que dans les approches, notamment, alors à 2022, elles sont encore positives, c'est tout à fait normal. À 2023, quand on regarde les anticipations bénéficiaires, elles sont encore positives, y compris en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, on a une dégradation, certes, mais on a une dégradation qui est encore positive. Même contre la retraite du segment énergétique, encore une fois, qui pèse, on est à la limite. Or, aujourd'hui, je pense que le scénario de récession est dans nos têtes. Il ne faut pas le noircir, ce n'est pas le sujet. Mais ce scénario de récession, aujourd'hui, statistiquement, c'est 15 à 20% de perte des bénéfices. Enfin, dans certaines parties du marché action, dans certains secteurs, on a déjà anticipé même peut-être plus que 10 ou 15% de baisse des bénéfices. La question, justement, c'est de cibler quels sont les secteurs sur lesquels on peut commencer à le faire. Il y a une crainte malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, on a certes des hypothèses qui commencent à se stabiliser, c'est tant mieux, mais malgré tout, la réalisation de l'environnement, on ne l'a pas sous les yeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend une récession. La récession, en effet, est parfois dans les cours. On a déjà révisé les bénéfices. Où sont les potentiels spillover ? Et c'est ce que je crains, à vrai dire, sur la fin d'année. Donc c'est une approche qui est une approche prudente, qu'on peut se permettre, encore une fois, en gestion privée. Je fais évidemment une grande distinction avec la gestion de l'asset management pure, mais aujourd'hui, en gestion privée, on n'a aucune volonté de se ruer sur un marché sur lequel, encore une fois, on est à 60-40, mais les 40% sont du cash. Sur la partie action, quels sont les type d'opportunités que vous visez, sur quel marché, quel type de secteur ou de thématique seront pour vous des opportunités demain ? Vous y réfléchissez déjà, j'imagine. Absolument. Aujourd'hui, juste pour rappel, ce que l'on a en portefeuille, c'est plutôt du défensif. On a évidemment de l'énergie et il va falloir à un certain moment se poser la question. Je pense qu'à un certain moment, notamment en début d'année, il faudra se poser la question de lever les positions pour une bonne raison, c'est que notre scénario est récessif. Et un scénario récessif aujourd'hui, notamment avec une partie asiatique qui tousse, j'ai du mal évidemment à voir, malgré le fait de valorisation très attractive, que l'on n'ait pas un contre-coup cyclique dans les valorisations, dans les prix
notamment énergétique, j'allais dire pétrolier. Ouais, mais ce qu'on a peut-être déjà commencé à voir. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, énergie, on va avoir de la santé, on va avoir beaucoup d'utilities. Malgré leur niveau d'endettement, on a des bilans qui sont plutôt sains, notamment aux US, donc on les conserve en portefeuille. Ce que l'on regarde aujourd'hui, ça va assez peu vous surprendre, c'est plutôt de la cyclique en l'occurrence. Alors ça, c'est intéressant parce que en termes sur ce type d'actifs, on a évidemment des valorisations qui sont déjà attractives. Encore une fois, pourquoi est-ce que l'on n'y revient pas? Parce qu'on a l'impression que tout le scénario n'est pas encore intégré au cours. Par contre, c'est ce que l'on se disait tout à l'heure en introduction, on a le sentiment, et c'est tant mieux, qu'on va pouvoir peut-être normaliser des gestions, et notamment revenir sur une gestion par le cycle, ce que l'on n'avait pas depuis des années, parce que la normalisation monétaire, on ne l'avait pas, et on avait des conditions justement de liquidité qui nous permettaient même plus d'aller itérer sur la forme du cycle. On avait évoqué ensemble en début d'année un cycle court racé. Il est même plus que court racé, a priori. Il est très court, voire très racé. Mais en l'occurrence, ça signifie qu'une fois qu'on a passé la zone d'ombre, la cyclicité aura peut-être une vraie opportunité en portefeuille. C'est ça. Donc il faudra jouer la sortie de l'épisode récessif. Exactement. Et pour ça, il faudra être tilté cyclique dans les portefeuilles. Fondamentalement, oui. Et on a déjà des secteurs qui le price. Aujourd'hui, sur certaines valeurs, même de constructeurs automobiles. Bien sûr. Alors évidemment, la dialectique est très grande entre chacun. Mais certains constructeurs automobiles, vu la capacité de cash flow encore qu'ils ont, vu la capacité, on va dire, de compression des marges qui soient tenaces, oui, avec grand plaisir, j'en ai quelques-uns en tête. Dans tous les événements politiques, effectivement, qui animent là aussi les marchés, on a parlé de la Chine, on a parlé du Royaume-Uni, on va parler dans les prochains jours des élections de mi-mandat aux États-Unis. Est-ce qu'il y a pour un investisseur comme vous, Kevin, est-ce qu'il y a un point ou des points d'attention particuliers? Il nous reste assez peu de temps, je vous précise. Allez, très vite. Des points d'attention particuliers, des points d'attention plutôt sur le risque que cela peut générer, sur la volatilité que cela peut générer. On va partir de la volatilité politique, si vous le voulez bien, revenir aux fondamentaux financiers. Globalement, aujourd'hui, le marché price plutôt un congrès qui soit divisé. C'est une bonne chose. En tout cas, là encore une fois, extrait de toute velléité politique, le marché apprécie la division. De fait, aujourd'hui, les dépenses gouvernementales, les dépenses américaines sont plutôt des dépenses keynésiennes. Malheureusement, elles sont inflationnistes. Et le marché devrait regarder ça avec attention. Un congrès divisé veut dire potentiellement retenir les rênes de ce côté-là. J'évoquais le risque tout à l'heure. Le risque, il est plutôt d'avoir typiquement un congrès entièrement démocrate. Ça serait évidemment intéressant parce que là, la bride serait assez lâchée sur les dépenses justement de soutien. Je ne suis pas convaincu que le marché soit prêt à encaisser. On l'a vu au Royaume-Uni. C'est un petit risque quand même. C'est un petit risque, absolument. Ça en génère un autre, potentiellement, qui est inversé. Et c'est là où on va voir comment le marché réagit. Le scénario de récession est a priori de plus en plus dans les cours aujourd'hui. Par contre, pour le coup, un congrès qui ne soit pas ultra divisé face à la récession me plairait beaucoup. Donc je vous laisse imaginer la dialectique investisseur qui va se faire entre la fin d'année, plus la semaine sur laquelle on attendra les résultats définitifs, et sûrement l'année prochaine. 8 novembre pour les élections de mi-mandat aux États-Unis. Merci beaucoup Kevin. Kevin Lenouaille qui était à nos côtés en plateau pendant cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, directeur des investissements d'Avantgarde Investments.